Parce que nous célébrons le ressuscité. Alléluia. Ah, écoutez, chanter c'est pas facile, hein, j'arrête là. Donc, il faut pas m'en tenir rigueur. Chacun a son don. Je pense que nos bien-aimés des Gaël, ils ont un don particulier pour chanter. Ils nous font du bien. Voilà. Bonjour, bonsoir à tout le monde, partout où vous vous trouvez à travers le monde. Nous sommes Anglo-Congo. Nous sommes aujourd'hui le 13 avril 2020. J'ai bien dit 2020, pas 22 comme je l'avais fait l'autre fois. Alors, aujourd'hui, nous avons un sujet que nous voulons traiter. Nous voulons parler du Congrès. Comme d'habitude, nous pourrons parler d'autres sujets. Cela dépendra des questions qui seront posées. Mais notre focus, c'est sur ces congrès qui fait couler beaucoup de salive et d'encre. On a vu beaucoup d'experts en droit passer, donner leurs opinions, tout ça. Donc, alors les titres, c'est un congrès piège. C'est une question que nous posons. Est-ce que c'est un congrès piège? Nous n'allons pas essayer de nous substituer aux juristes, bien que nous avons obtenu les avis des uns et des autres, et je peux vous dire qu'il n'y a pas unanimité, même s'il y a une tendance qui se dégage, mais chaque juriste a quelque chose de particulier qu'il est en train d'ajouter. C'est bien pour l'éducation des gens qui ne sont pas du domaine, qu'on ait un tel débat, mais aussi il faut dire que ça ajoute un peu à la confusion. Donc, nous espérons que tous ces juristes pourront finalement dire la même chose sur la Constitution ou, dans les cas contraires, la Cour constitutionnelle, qui est l'institution habilitée à interpréter la Constitution, fera son travail. Donc, nous sommes déjà là dans l'analyse, pratiquement. Alors, vous savez, M. Tambou Mwamba a été passé récemment sur Top Congo pour éclaircir son idée par rapport à la tenue du congrès. Il a dit que non, voilà, les choses n'étaient pas faites totalement dans le respect des règles de l'art, mais qu'à cela ne tienne, que le président de la République pouvait et le gouvernement pouvaient se rattraper. C'est pour cela qu'il a convoqué un congrès. Alors, quand il a dit cela, ça a provoqué une polémique. Il y a eu des réactions. La dernière
disons sur Top Congo, nos confrères de Top Congo, c'était celle de Kabound, Jean-Marc Kabound, qui est le président AI de l'UDPS et vice-président du Parlement, donc de l'Assemblée nationale congolaise. Alors, voilà. Maintenant, nous, Anglo-Congo, nous allons nous appesantir dans cette analyse sur l'enjeu politique. Parce que nous pensons qu'il y a un enjeu politique qui ne dit pas ses noms derrière ces combats des textes de la Constitution. Il y a un enjeu politique qui se cache, il y a un intérêt de grande taille. Nous allons nous appesantir là-dessus et nous pensons avoir perçu cet enjeu. Alors nous allons vous faire part de cela. Il vous souviendra, il y a quelque temps, malheureusement je ne saurais pas balancer cela, je n'ai même pas fait de recherche pour vous balancer, quand nous parlions de coronavirus, de l'impact, d'abord de l'ampleur et de l'impact de cette pandémie, nous disions que ça pourrait conduire au décret, donc le chef de l'État pourrait décréter un état d'urgence. Et chose qui a été faite par la suite, il a décrété l'état d'urgence et nous avions dit que cette pandémie ne va pas laisser le monde le même. Ça va donner lieu à l'émergence de nouveaux leaders, des héros, tout ça, mais aussi au déclin de ceux qui étaient toujours actifs, qui étaient au top. Nous avons beaucoup parlé là-dessus et nous avons amené ces raisonnements à la dimension de notre pays. Nous avons dit que cette pandémie peut être une opportunité pour les chefs de l'État par rapport à son leadership, pour renforcer son leadership. Pourquoi nous avions dit cela? Et ceux qui nous suivent savent, il y a de cela, je crois, 2-3 semaines, nous avions dit que pendant la période de crise de cette dimension, beaucoup de leaders arrivent à mieux asseoir leur leadership et nous avons évoqué, nous avons dit l'état d'urgence va renforcer le pouvoir du président de la République, son leadership, son autorité sur le pays. Pourquoi? Parce que pendant l'état d'urgence, le pouvoir exécutif, donc en commençant par celui du président de la République et toute l'équipe exécutive, s'augmente. Et ils se permettent de faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire en temps normal. Pourquoi? Parce que la sécurité de la nation, la survie même de la nation est menacée. Et je pense que nous sommes dans ces cas-là. Maintenant, derrière, allons tout droit. Merci Henri Badibanga de poser déjà des questions. Comme ça, quand nous allons terminer notre petite analyse, nous pourrons prendre des questions et des commentaires. Derrière tout ça, derrière ce combat juridique que nous voyons, il y a un enjeu politique. C'est lequel? La configuration actuelle des institutions est telle que le président de la République n'a de pouvoir que celui accordé par la Constitution, celui reconnu par la Constitution. Ce n'est un secret pour personne, il partage l'exécutif avec la coalition FCC, donc la plateforme FCC. Or, FCC a l'avantage non seulement d'être dans le gouvernement fédéral ou central, mais l'FCC a l'avantage d'avoir sous son influence deux institutions majeures législatives, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat, qui sont là comme des contrepoids du pouvoir exécutif dont le président de la République est la tête. Le FCC a ces contrepoids-là, mais il est aussi présent dans le gouvernement, avec des postes importants. Le FCC a, excusez-moi, pratiquement dans tous les pays, les pouvoirs exécutifs au niveau des provinces et
l'FCC a aussi les pouvoirs législatifs, si je peux appeler comme ça, des assemblées délibérantes, pour dire vrai, au niveau des assemblées provinciales. Maintenant, ce coronavirus, pourquoi je disais que ça pouvait être une opportunité? L'apparition de cette pandémie a fait que le chef de l'État a vu son pouvoir s'augmenter par la volonté du constituant qui avait prévu qu'en cas d'état d'urgence, en cas d'une crise majeure, je voulais dire, le président de la République peut décréter un état d'urgence, c'est-à-dire l'exécutif va se donner plus de pouvoir qu'il n'a en temps normal. C'est là où il y a l'inquiétude du FCC. C'est là où il y a l'inquiétude du FCC. Ils n'avaient pas prévu dans leurs calculs une telle possibilité qu'il y aura une épidémie qui commencera en Chine et finalement qui va s'étendre en Europe et qui finalement qui va arriver en Afrique et en RDC et que finalement le président de la République sera amené à décréter l'état d'urgence. Cette augmentation du pouvoir du chef de l'État, c'est ça la grande préoccupation du FCC. C'est ça, pour personnaliser les choses, c'est ça la grande préoccupation de Tambwe Mwamba, qui, à mon humble avis, est en train de dire tout haut, hein, en passant par des subterfuges juridiques, c'est que tout le FCC a comme préoccupation. J'en vais pour preuve. Vous allez voir, nous sommes en état d'urgence, décrété par les chefs de l'État, mais c'est pendant cette période que les chefs de l'État, disons l'exécutif, le ministre de la Justice, parce qu'il faut le dire, suite à l'enquête actionnée et demandée par le gouvernement sur la gestion de Soc-Mouton, le directeur des cabinets du chef de l'État est allé devant la justice et il y est encore. Jusque-là, le FCC n'était pas inquiet. Mais le FCC a commencé à exprimer son inquiétude à quel moment? Aujourd'hui, si vous regardez, ceux qui sont appelés par la justice sont beaucoup plus des gens du FCC, entre guillemets. Même les mandataires de certaines entreprises publiques qui étaient impliqués dans la gestion de ces travaux, vous le savez, c'est des gens proches du FCC. Le monsieur Difoner, par exemple, les gens ne font pas attention. Ce monsieur, d'après nos informations, c'est quelqu'un qui avait des responsabilités à Lubumbashi avant d'occuper le poste qu'il a aujourd'hui. Il avait des responsabilités au niveau de la maison civile au Katanga. Donc, de ce fait, il était très proche de Maman Sifa et des autres membres de famille de M. Joseph Kabila. Pour avoir rendu de bons services, hein, à la maison civile du chef de l'État au Katanga, c'est comme ça qu'on va lui confier ces postes, où il va gérer des fonds, générer partout les péages, tout ça, et où il va faire des parts à la famille de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Et quand vous regardez la liste, elle est en train de s'allonger. La liste des gens, hein, qui sont impliqués dans la gestion de la chose publique. Ça va même au-delà du cadre de 100 jours. Parce que l'État est un. Les gens disent, mais ce n'est plus les 100 jours. Mais le projet 100 jours, Vital Kamerhe l'a dit, je viens de suivre celui qui est l'adjoint de Vital Kamerhe dans la gestion de ces projets, M. Nicolas Kazadi. Il a dit, il y avait des marchés, comme l'avait dit Vital Kamerhe, qui étaient déjà passés, pas tous les marchés, qui étaient déjà passés par le gouvernement précédent.
Et ces projets, c'est un projet qui était conçu par les régimes passés. Donc, on ne saurait pas dissocier ce qui se passe aujourd'hui avec ce qui était là hier. C'est-à-dire, logiquement, plus ceux qui vont devant la justice vont citer les gens, plus ça va rattraper ceux qui avaient géré hier avant l'arrivée de Félix Tshisekedi. Et c'est ça la préoccupation du FCC, parce que les FCC, disons-le, si nous le mettons sur la balance avec le régime de Félix Tshisekedi, le FCC a beaucoup à justifier, à rendre compte au peuple par rapport à la situation du pays. Ainsi, l'insistance de M. Tambo Mwamba, qui d'ailleurs vient de répondre en partie à M. Mabound, Jean-Marc Kabound, je vais vous lire un article de nos confrères de Top Congo d'aujourd'hui. Le congrès se tiendra bien comme annoncé. C'est ça le titre de Top Congo. Mais sur notre page, nous avons ajouté Alexis Tambo Mwamba tient coûte que coûte à la tenue du congrès. Il y a encore 30 minutes, j'avais les images en direct. La salle du congrès est en pleine désinfection au moment où nous parlons. Bon, cela s'entend. Si on avait déjà signé un contrat avec une compagnie, ça pourrait rentrer dans les cadres de désinfection des salles, donc de bâtiments publics, peu importe. Mais sur Top Congo, Tambo Mwamba dit aujourd'hui, il dit ceci, il refuse de commenter. Non, il a réagi hier même après le passage de comment il s'appelle, Jean-Marc Kabound, qui est le vice-président de l'Assemblée nationale. Il dit, dès demain lundi, donc aujourd'hui, je prendrai langue avec la présidence de l'Assemblée nationale pour arrêter les modalités d'organisation du congrès, déclare sur Top Congo FM le président du Sénat. Refusant de commenter le propos tenu par le vice-président de l'Assemblée nationale dans l'émission Face à Face, en réaction aux siens tenus la veille, Alexis Tambo Mwamba confirme que le congrès se tiendra bien juste après la fin des travaux de désinfection du palais du peuple. Et il dit, il est faux de parler de 7 millions de dollars. Le président du Sénat précise qu'il est faux de dire que le congrès coûtera 7 millions de dollars au trésor public. Donc, vous savez, il continue à réagir à ce qu'avait dit Kabound. Au premier vice-président de l'Assemblée nationale qui affirme que pareil congrès aura un tel coût, Alexis Tambo Mwamba rétorque, nous sommes des gens responsables, nous aurons un congrès ne dépassant pas autant que ceux que l'État voulait dépenser pour l'an 1 de l'alternance. Vous vous souvenez, quand on avait parlé de célébrer l'an 1 de l'alternance, il y avait un budget exorbitant qui dépassait le budget actuel concernant les congrès. Et il dit, il n'y a pas eu concertation. Pourquoi? Parce que Kabound a affirmé au micro de Top Congo qu'il y avait eu concertation entre les chefs de l'État et les deux présidents, notamment celui du Sénat et de l'Assemblée nationale. Alors que Jean-Marc Kabound affirme que le président de la République s'est bien concerté avec les présidents des deux chambres et le Premier ministre avant de proclamer l'état d'urgence, Alexis Tambo Mwamba confirme à Top Congo avoir été appelé pour nous faire part des mesures administratives urgentes que les chefs de l'État comptaient prendre, mesures qui ne donnaient pas lieu à polémique ni débat et ne faisaient pas référence à l'état d'urgence. L'article 85 plutôt de la Constitution prévoit, lorsque les circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national,
ou qu'elle provoque l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, que le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège, après concertation avec le Premier ministre et le président de deux chambres. Jean-Marc Aboun, qui dit avoir participé le 24 mars 2020 à la réunion interinstitutionnelle au cours de laquelle le sujet a été traité, affirme qu'il en a bien été question. Maintenant, l'autre, Alexis Tamama, m'a dit ceci, et je le cite, « Je vous confirme qu'il ne nous a jamais consulté pour l'hypothèse de la proclamation d'un état d'urgence que nous avons appris comme tout le monde le soir à la télévision. » Voilà. Donc, au cours de l'émission Face à Face spéciale du samedi 11 avril, le président du Sénat a estimé que l'actuel état d'urgence l'était de fait, mais qu'il ne souhaitait pas faire du juridisme vu l'urgence. Il faut que l'Assemblée nationale et le Sénat travaillent ensemble. Nous ne voulons pas de crise des institutions dans un moment comme celui-ci. Crise de coronavirus, cela serait totalement irresponsable. Là, c'était la dernière citation de Tambo Mamba. Vous l'avez certainement suivi quand il était reçu par Christian Lusakweno. Je ne vais pas entrer dans les débats des droits, parce que je me dis en définitive, s'ils ne se mettent pas d'accord, il faudra alors qu'ils saisissent la Cour constitutionnelle pour qu'elle dise, qu'elle se prononce sur la constitutionnalité de ces congrès. Mais je constate tout simplement une volonté politique de la part du FCC, c'est celle de restreindre autant peu que soit le pouvoir du chef de l'État. Il y a une volonté, il y a une démarche de les ramener dans les limites du pouvoir qu'il avait avant l'état d'urgence. L'autre démarche, il y a une volonté de suivre les chefs de l'État dans ce nouveau privilège constitutionnel, de s'accrocher à lui pour que les chefs de l'État ne soient pas seuls, comme le prévoit la Constitution et l'exécutif, dans les cas de l'état d'urgence, d'avoir plus de pouvoir. Donc, la volonté de faire peser sur les chefs de l'État une pesanteur, elle est clairement affichée et c'est ça l'enjeu. Pourquoi? Parce que cette affaire des invitations à la justice a quitté les cadres des 100 jours, semble-t-il, comme je l'ai dit, mais ça ne pouvait que quitter, logiquement, parce que les 100 jours a pour origine, comme projet, le gouvernement précédent qui était sous Joseph Kabila et qui s'est retrouvé pendant un temps sous Félix Tshisekedi. Alors, les poursuites vont s'étendre parce qu'il s'agit de l'État. L'État n'a pas commencé au moment où Félix Tshisekedi est arrivé aux affaires. L'État a commencé bien longtemps. Donc, il y a une continuité, il y a une suite ininterrompue. Pour eux, c'est un moyen de dire, hey, stop, il ne faut pas aller très loin. Je pense que le président de la République, avec ses conseillers, ils avaient compris que ces moments étaient moments opportuns pour qu'ils puissent finalement demander au ministre de la Justice d'interpeller les gens qui étaient, parce qu'il y avait pression, il faut que Vital soit entendu, mais les gens avaient oublié que si Vital est entendu par la justice, cela va remonter jusque à ceux qui étaient aux affaires avant que Vital et Félix Tshisekedi n'arrivent aux affaires. C'est clair qu'il y a un combat politique là-dessus. Mais pour ajouter à cela, j'avais publié, je vais dire une petite note où j'avais dit que selon un diplomate africain d'un pays voisin du Congo, ce congrès est un piège. Je reprends encore, je dis qu'il y a de cela. En fait, j'avais reçu un coup de fil
et je connais très bien la source. Il y a un diplomate d'un pays voisin de la RDC qui a parlé avec quelqu'un qui lui a dit, mais dites-moi un peu, qu'en est-il de l'état d'urgence? Ce diplomate-là n'est pas en poste à Kinshasa, non. Il est ressortissant d'un pays voisin du Congo, à l'est du Congo, mais il est en poste aussi dans un autre pays voisin du Congo qui est toujours à l'est. Je ne vais pas citer, donner les noms. Ce diplomate a dit, d'après leurs informations, ce congrès est un piège. Je réponds encore, ce congrès est un piège. Et il a ajouté, en dehors de ce congrès, le gouvernement congolais, donc M. Félix Tshisekedi, président de la République, doit faire très attention à la situation qui prévaut au Katanga. Ce sont là les deux renseignements que nous avons reçus et nous avons cherché par nos canaux le moyen de les faire parvenir à l'entourage du chef de l'État. Est-ce que c'est arrivé? Est-ce que ce n'est pas arrivé? Tant mieux. Là n'est pas notre problème. Là n'est pas notre problème. Mais nous avons tenu à informer des gens que nous avons estimés qui pouvaient s'en servir pour la sécurité du pays. Maintenant, ça c'était avant que Tambou Mwamba ne passe. Et quand je publiais ça, j'ai dit qu'il y a un piège et que quelque chose de dangereux caché derrière, j'ai eu des réactions, il faut le dire, en majorité négatives. Des gens qui ont dit, ah non, ça n'a rien à voir, tout ça. Parce que même certaines personnes que j'ai contactées, ils ont dit non, c'est le président qui a demandé, tout ça. Je dis, ok, tant mieux. Et puis les gens ont réagi. Mais quand j'ai vu Tambou Mwamba passer sur Top Congo et insister sur la tenue de ce congrès, mais tout en mettant en relief que le président a violé la Constitution. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est vrai qu'il a fait avec un certain euphémisme, mais en réalité, le message qu'il voulait faire passer, c'est que le président, en décrétant l'état d'urgence, il avait violé la Constitution et que le Congrès va servir de cadre qui va remettre les choses en ordre. En disant, nous ne voulons pas en faire une crise compte tenu du coronavirus. Mais il ne donne pas de garantie. Parce que Tambou Mwamba et Janine Mabund sont à la tête des bureaux de l'Assemblée, du Sénat et de l'Assemblée nationale. Mais si les députés estiment qu'il faut que, s'ils estiment qu'il y a une violation de la Constitution, quel moyen, si l'Assemblée, au niveau du Congrès, estime qu'il y a eu violation de la Constitution, quel moyen dispose Tambou Mwamba pour que l'Assemblée ne puisse pas chercher à demander à la Cour, saisir la Cour constitutionnelle par les bureaux, pour que le chef de l'État soit responsable devant, entre guillemets, cette violation de la Constitution dont parlait Tambou Mwamba. Il dit une chose et le contraire. Il dit qu'il y a une violation. Mais s'il y a une violation de la Constitution, mais c'est Tambou Mwamba qui veut minimiser ça. Il a quel pouvoir? En réalité, le piège consiste à quoi? Je fais passer le message qu'il y a eu violation, mais j'essaie de minimiser cela. Mais au niveau de l'Assemblée, il y aura une surprise. Il y aura une motion. Voilà la réalité. Et sachant que, c'est-à-dire quand il y aura cette motion, il y aura une majorité, parce qu'ils ont la majorité au FCC, ils vont dire, bon voilà, le bureau, nous voulons, par un vote, nous voulons que la Cour constitutionnelle soit saisie. Lui n'aura pas la possibilité de ne pas exécuter la volonté de l'Assemblée souveraine. L'Assemblée, bien sûr, donc les congrès.
Nous pensons aussi que nous sommes déjà entrés dans la crise. La crise, c'est déjà ça. Que le président du Sénat et de l'Assemblée nationale convoque le Congrès alors qu'ils n'en ont pas le pouvoir pour légiférer. Le Congrès ne peut pas légiférer et que le vice-président du Parlement passe sur la place publique comme l'a fait le président du Sénat pour contredire le président du Sénat et dire que la tenue du Congrès est illégale. Nous sommes en pleine crise. Nous venons d'entrer dans la crise. Maintenant, il y aura le pic les jours que le Congrès va siéger. Je reprends encore, l'objectif ici, c'est de réduire le pouvoir du chef de l'État qui a vu ce pouvoir s'augmenter de manière exceptionnelle, et ça, ce n'était pas prévu par les stratèges du FCC. De ce fait-là, les chefs de l'État, par le truchement du gouvernement, ont initié une série une action judiciaire contre des gens qui ont mal géré les projets saute-mouton, mais aussi, comme nous l'avons dit, les saute-moutons sont liés à la gestion passée. Ces gens-là ont peur tout simplement de la justice, d'aller répondre. Pourquoi? Ça va montrer au public, avec chiffres, parce que parfois nous disons, on a mal géré, mais nous ne pouvons pas numériser l'ampleur des dégâts de gestion de ces gens-là. Parce que des montants que nous entendons, mais c'est monstrueux. On se pose la question si c'est des citoyens congolais. Tout leur objectif, c'est arrêter cette vague d'interpellation au niveau de la justice. Parce que ça commence à toucher les leurs. C'est ça leur objectif. C'est donc une sorte d'intimidation. Ça peut aussi être une démarche où ils veulent dire au chef de l'État, bon écoutez, tu nous laisses tranquille, viens pour qu'on parle. Vous voyez? Qu'on trouve une solution dans le cadre de la coalition Cash-FCC, qui est un cadre purement privé. Trouver une sorte d'arrangement pour qu'il n'y ait pas de poursuites. Mais le président de la République, il a des contraintes. Il y a son mandat qui est en jeu, donc en prévision des élections à venir. Il y a la réputation de son parti qui a combattu pendant longtemps dans l'opposition. Donc, l'héritage même du combat politique de l'UDPS. Tout cela l'amène à chercher à faire la différence. Et la différence au Congo, pour faire la différence, pour vraiment montrer que vous voulez faire la différence, il faut commencer par combattre la corruption qui a détruit l'économie du pays et qui a déshumanisé le peuple congolais. Et la corruption fait même aussi que nous ne pouvons pas avoir une démocratie de qualité. Ceux qui ont l'argent dictent leur volonté à la majorité du peuple. Cette volonté du chef de l'État de lutter contre la corruption correspond à la volonté de notre premier partenaire extérieur qui est les États-Unis d'Amérique. Il vous souviendra qu'à un moment donné, l'ambassadeur Mike Hammer, dans le cadre des programmes des jeunes de Yali, il recevait des jeunes chez lui, à la résidence. Ça, ce n'est pas un renseignement, parce que chaque fois, c'était sur Twitter. Il les recevait et il parlait de quoi? De la lutte contre la corruption. Étrangement,
ça correspondait aussi au discours du pasteur, le pasteur de l'ACK, pasteur Pascal Mukuna. Et le discours du pasteur Mukuna était appuyé par d'autres acteurs de la société civile et même d'autres politiques. Donc, nous avions compris qu'il y avait une campagne de grande envergure qui devrait être amorcée par la société civile, une campagne contre la corruption, et le président de la République devrait amener le gouvernement à se soumettre à cela parce que ça venait du peuple. Mais coronavirus est venu un peu perturber cela. Alors le président de la République a trouvé, bon, parce que maintenant les gens ne peuvent plus faire les mouvements qu'ils faisaient avant, mais entre-temps, moi j'ai maintenant plus de pouvoir qu'en temps normal, autant que je puisse utiliser ces pouvoirs pour le même objectif. Et cela réjouit le peuple. Et comme chaque fois quelque chose réjouit le peuple, ça ne réjouit pas les FCC, donc les FCC s'attaquent au président de la République. C'est ça l'enjeu. L'idée fondamentalement, c'est quoi? C'est une menace pour amener le chef de l'État à une sorte d'arrangement. Parce que quand il dit non, nous ne voulons pas créer une crise, c'est-à-dire il laisse la porte, hein, si tu te soumets, tu laisses ce congrès, hein, tu admets qu'il y a eu violation de la Constitution, dont nous ne voulons pas en faire problème, comme si Tambo Mamba s'est substitué, hein, aux cours et tribunaux. Hein, donc, voilà, c'est à peu près ce qu'ils sont en train de chercher. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Rapidement, oui, parce que nous devons gagner le temps. Je commence par les bas. M. Julien Kong, il dit, pourquoi avez-vous peur du Congrès? Non, on n'a pas peur du Congrès. On dit, on se pose la question, est-ce que le Congrès est convoqué conformément, hein, à la Constitution? Est-ce que celui qui convoque le Congrès, il en a la compétence? On se pose aussi la question, est-ce que l'état d'urgence décrété par le chef de l'État avait été décrété en conformité avec la Constitution? C'est ça la question, on n'a pas peur. Par contre, on a le droit d'avoir de se poser la question, pourquoi Tambo Mamba, pendant ces temps ici de crise, où on a besoin d'argent pour renforcer l'équipe de riposte contre le coronavirus, lui veut dépenser les deniers publics pour une assemblée, hein, qui n'a pas le droit de légiférer, et pour lequel, donc à l'occasion de quoi, ces députés et sénateurs seront payés. Ça, il faut le dire. Il réfute les chiffres avancés par Jean-Marc Kabound, mais il ne dit pas à l'opinion combien ça va coûter. C'est bien de réfuter. C'est bien de dire que les autres voulaient en dépasser plus quand ils voulaient organiser l'affaire là de l'alternance, hein, mais qui nous disent au nom de la transparence combien va coûter ces congrès, même si nous estimons que ce congrès n'a pas lieu d'être. Je vais appuyer mon argument en disant ceci. Vous savez que déjà l'Assemblée nationale avait suspendu ses travaux, aussi bien que le Sénat. Même le gouvernement, le Conseil des ministres, suite à la pandémie à Covid-19. C'était bien avant que le chef de l'État ne prenne ne signe le décret, hein, de l'état d'urgence. Bien avant. Donc, il y avait eu interruption des fonctionnements normal des institutions. Ce qui prouve que la situation était grave. Sinon, Tambo Mamba n'allait pas suspendre les séances, les sessions. Janine Mabou n'allait pas faire la même chose. Le gouvernement n'allait pas faire la même chose. Alors, à ce moment ici, nous nous posons la question. Il tient absolument.
on dépense de l'argent pour aller... Bon, désinfecter encore, parler du peuple, c'est pas grave. On peut faire ça dans les cadres de tous les bâtiments publics, tant mieux. Mais pourquoi tient-il à ces congrès? Qui est derrière lui? Nous avons nos informations, je les reprends, main sur cœur. C'est une information venue d'un diplomate et j'en avais parlé à quelques personnes. Je dis voilà, et des jours, c'était avant que Tambo Mwamba ne vienne, hein, ne prenne la décision avec Mabound de convoquer le congrès. Donc ce n'est pas quelque chose à laisser. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Nous sommes dans un bras de fer. Si le congrès se tient, s'il s'avère que le congrès s'est tenu au mépris de la procédure prévue par la Constitution, ça peut amener le président de la République à dissoudre les deux chambres, particulièrement l'Assemblée nationale. Ou alors, si le congrès se tient et que le congrès décide de saisir la Cour constitutionnelle parce que le congrès aura estimé que le président de la République n'a pas respecté la Constitution en décrétant l'état d'urgence, parce qu'il n'a pas obtenu l'autorisation, nous serons dans une crise dans tous les deux cas. C'est pour cela que j'ai dit, il y a déjà un début de crise. Donc, moi j'estime que si vraiment Tambo Mwamba avait la volonté de minimiser cette violation de la Constitution, s'il en a encore le pouvoir, il ne serait pas venu en parler aux médias, il ne tiendrait pas à dépenser les deniers publics dont le pays a cruellement besoin pendant ces temps pour combattre contre le coronavirus. Il y a certainement un enjeu politique de grande taille qui est en train de motiver la démarche de Tambo Mwamba et du FCC à travers sa personne. Voilà, donc il ne s'agit pas de craindre. Et donc, Capson debout, comme on l'a dit, Salif Fulgence, Lobota a travaillé avec Laurent Désiré Kabila, puis il fut aussi conseiller financier de Joseph Kabila avant d'être DG du FONER. C'était un monsieur vraiment puissant dans les cercles restants des... Oui, vous avez raison. C'est un monsieur puissant. C'est le genre de personnes qui n'étaient pas connues du public, mais très très puissants. Donc, qu'il soit traduit en justice, qu'il soit à Makala, vous comprenez que de l'autre côté, ça crée quand même une panique. Et la réaction, elle est proportionnelle, hein, à la prise même, hein, faite dans les camps du FCC. Donc, ils comprennent que c'est un danger. Nemingaku Sambaye, est-ce possible que le président puisse dissoudre le Parlement? Oui, mais c'est prévu par la Constitution. Mais il va rester au président d'apprécier, hein, s'il peut le faire maintenant. Henri Badi Bangadi, Anglo-Congo, prière de ne pas effacer ces directs, merci. Ah, merci beaucoup. Philippe de Concert dit, qui préside la Cour constitutionnelle? N'est-ce pas les classiques du FCC? Se recourir à cette Cour signifie une défaite prévisible? Très bonne question. Mais il y a toute une démarche avant d'arriver à la Cour, avant que les dossiers n'arrivent au niveau même du président de la Cour constitutionnelle. Hein? Et c'est dans cette démarche-là, hein, dans ce processus-là, qu'il peut y avoir, parce qu'avant d'en arriver là, il y a quand même des magistrats auprès desquels on va déposer la plainte contre les chefs de l'État, qui ne sont pas des magistrats nommés par Joseph Kabila, qui ont été nommés récemment par les chefs de l'État. Donc, il y a un combat politique, hein, qui a déjà commencé, et ces gens sont engagés dans la voie de menacer les chefs de l'État pour l'amener à avoir des arrangements. Si les chefs de l'État se cramponnent dans sa position, donc ça sera un affrontement qui va aller se terminer au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais avant, je reprends encore, quand on saisit la Cour constitutionnelle, les dossiers arrivent d'abord au niveau du procureur général de la Cour constitutionnelle. C'est lui qui va examiner les dossiers. Les juristes sont en train de me suivre.
et c'est lui qui verra si la plainte est faite selon les normes et si réellement ça vaut la peine après enquête, d'amener cela auprès de la Cour constitutionnelle proprement dite. Voilà. Stéphane Moukeba. Mais en plus, faut pas oublier, nous sommes dans une situation où il y a partage du pouvoir. Ça peut conduire à une crise très très sérieuse au niveau du pays. Une crise politique qui va se tenir pendant cette période de coronavirus. Stéphane Moukebe dit, le président peut-il dissoudre le Parlement pendant la période d'état d'urgence? Mais oui, pourquoi pas? En droit, sans être juriste, on dit, ce qui n'est pas interdit par la loi est permis. Voilà. On me dit, Anglo-Congo, il faut au préalable une plainte venant du procureur général après la Cour constitutionnelle. C'est lui qui demande au Congrès de voter pour mettre le président en accusation. Donc, le Congrès ne peut pas de lui-même accuser les chefs de l'État. Merci pour cette précision. Donc, c'est ce que je voulais dire. Les procureurs généraux après la Cour constitutionnelle, c'est lui l'élément central pour la saisine de la Cour constitutionnelle. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, attention.